Pom, 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 pom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir à vous, bonsoir à la première personne qui se connecte. Fais-moi signe pour que je sache si le son est bon. Bonsoir à toi, bonsoir à vous. Pélagie, le son est bon. Tu m'as salué. Est-ce que le son est déjà bon? Est-ce que le son est bon, Pélagie? Je veux savoir. Est-ce que le son est bon chez toi? Malice, bienvenue. Avant que je ne m'engage, le thème d'aujourd'hui, comment passer du désaccord à l'accord en 5 étapes. Je voudrais que vous partagiez un maximum autour de vous. Malice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suppose que tu m'entends. Si tu m'entends, fais-moi un petit coucou qui me montre que tu m'entends là. Parce que moi, je n'ai pas de retour, mais je commence à partager. Moi, je partage à tout le monde autour de moi. Je suppose que vous aussi, vous allez faire de même. Partager et partager. Le thème est assez intéressant pour que nous puissions partager autour de nous. Qu'est-ce qu'il me fait là? Donc ce soir, on va parler de comment on passe du désaccord à l'accord en 5 étapes dans une relation conjugale, dans un couple. Moi, j'essaie de partager autour de moi d'abord. Parce que je veux avoir un maximum d'abord. Je veux d'abord avoir un maximum avant de continuer. Bon, là, le son est bon, merci Val. Merci. Comme tu dis que le son est bon, mais pendant que le son est bon, pardon, partage autour de toi, partage un maximum. J'ai un drôle de message qui s'affiche sur mon téléphone. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais vraiment, partageons un maximum. Hein. Partageons autour de nous là. Je suis en train de partager dans les groupes. On va pas mettre du temps. Ça va être un petit message de 30 petites minutes. 30 petites minutes, comme on dit d'habitude. On dit 30 minutes d'habitude. Et on finit par faire 40 minutes, 45 minutes. Aujourd'hui, on va essayer, on va voir si c'est possible de tenir les 30 minutes. Mais de manière professionnelle, ce serait mieux qu'on tienne quand même les 30 minutes les 30 minutes dont nous avons besoin. Nous avons besoin de tenir vraiment ces 30 minutes-là. Faisons cet effort-là. Faisons cet effort-là. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on passe d'un désaccord à un accord en 5 étapes. Voici mon guide. Il faut que je vous le montre. Mon guide, c'est ça. C'est lui mon guide pour le partage que nous avons ce soir. C'est mon guide de travail. C'est lui qui me permet de partager avec vous. C'est lui qui me permet de partager ce message aujourd'hui avec vous. Donc, pendant que vous partagez, j'essaie de caler les choses correctement. Je suis très embêté là parce que ce monsieur
un truc qui m'affiche là. Partager avec des amis. Moi, je vais partager avec des amis. Voilà. Voilà. Olivier, je ne sais pas où il est. Voilà. Là, je suis en train d'effectuer mes partages. En fait, je perds nos 5 petites minutes là qui nous permettent de faire un maximum de partage. Florine, Véronique, bon, Amel, tous nos amis là, on va leur dire nous sommes en ligne. Alors, dès qu'ils vont apparaître, on va les mettre en ligne. Alors, un jour, il y a un ami qui me fait une remarque. Il me fait remarquer que il a l'impression qu'il a le seul couple qui a les problèmes. C'est-à-dire qu'il se disait qu'il est le seul couple où les gens se disputent. Il est le seul couple où les gens ont des désaccords. Il dit, comment ça peut se faire que je ne peux jamais dire quelque chose et ça passe d'un trait? Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours des désaccords? Et beaucoup vivent dans ça, c'est-à-dire avec l'idée que tant qu'il y a des accords, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Et donc, ils ne comprennent pas que le désaccord est quelque chose de normal dans une relation conjugale. Quand deux personnes intelligentes, deux personnes qui ont de la personnalité se retrouvent, forcément, il y a des désaccords qui s'installent. Les désaccords sont liés à des principes différents. Les désaccords sont liés à des intelligences qui sont différentes. Les désaccords sont liés à toute cette différence que nous pouvons avoir et que nous avons besoin de gérer dans notre relation conjugale. Voilà un peu pourquoi les désaccords peuvent arriver dans une relation conjugale. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de dire que le désaccord n'est pas le problème. C'est-à-dire que si à la fin de ce message, si au moment où on se sépare, tu as retenu quelque chose, la chose que je veux que tu retiennes, après avoir tout oublié, c'est que le désaccord n'est pas le problème. Le problème n'est pas le désaccord. Mais le problème, c'est ce que nous faisons de ce désaccord-là. C'est la manière de gérer le désaccord qui crée le problème. J'ai fouillé et j'ai trouvé dans le dictionnaire la définition du désaccord. Bienvenue Diane. Le dictionnaire définit le désaccord comme le fait de ne pas être d'accord. Le désaccord, c'est le fait d'avoir des avis différents sur un sujet et être incapable d'aboutir à un accord. Et aujourd'hui, bienvenue Michel, aujourd'hui, l'idée que nous voulons développer aujourd'hui, c'est comment on peut partir d'un désaccord et obtenir un accord. C'est-à-dire que là où le dictionnaire dit que le désaccord, c'est quand on n'a pas pu avoir un accord, nous nous disons nous allons aller au-delà et nous allons essayer d'obtenir un accord sur un désaccord. C'est-à-dire qu'à partir d'un désaccord, nous allons faire pour aboutir, tout faire pour aboutir au désaccord. Mais c'est important de le signaler, envisager un couple, envisager une relation sans désaccord est une utopie. Si vous n'avez pas de désaccord, je n'ai pas dit conflit, si vous n'avez pas de désaccord, ça veut dire que vous êtes devenus un, c'est notre vœu, mais c'est surtout que l'un et l'autre n'arrivent plus à se compléter. Les seuls endroits, me disait mon ami pasteur, où il n'y a pas de désaccord, ce sont les cimetières. Il me disait, non, il n'y a qu'au cimetière, Roger, si tu veux éviter les désaccords, va au cimetière. Ce n'est que là-bas qu'on peut trouver une situation sans désaccord. Donc, il y aura toujours un désaccord dans votre relation conjugale. Désaccord ne veut pas dire problème. Ça ne veut pas dire problème. L'apôtre Paul dit,
dans Philippiens 2:2 que son vœu, c'est que les gens aient les mêmes pensées, les mêmes sentiments, le même amour, la même âme. C'est-à-dire que l'idée ici est d'arriver à avoir toujours des accords, avoir toujours une pensée qui converge, avoir un amour qui converge. La Bible dit qu'autant que cela dépend de vous, faites tout pour être en paix avec les hommes. Un couple sans désaccord, nous venons de le dire, c'est vraiment, comme disait mon ami pasteur, un désert. Mais le genre de désert vraiment sans un quelconque nuage à l'horizon. C'est vraiment ce désert-là. Aucune pluie ne s'annonce. Parce que les désaccords, c'est bien de le savoir, marquent les frontières. Le désaccord démontre que tu n'es pas seul, tu es avec quelqu'un d'autre. Le désaccord démontre que la vie que tu es en train de mener, il y a un vis-à-vis. Le désaccord n'est pas un conflit. Le désaccord peut générer un conflit. La mauvaise gestion d'un désaccord peut arriver au conflit, mais le désaccord lui-même n'est pas le conflit. Je ne veux pas faire l'apologie du désaccord. Je ne veux pas enseigner qu'il faut aller rechercher les désaccords, aller chercher à être en désaccord avec les autres. Continuer à partager, pardon. Mais je veux que nous arrivions à maîtriser nos désaccords, que nous arrivions à vivre ces désaccords sans que l'un ait à absorber l'autre. La vie conjugale, ce n'est pas que un absorbe l'autre. La vie conjugale, c'est qu'il faut qu'il y ait l'un et qu'il faut qu'il y ait l'autre. Et c'est la somme des deux qui font le un, l'unité conjugale. La Bible dit dans Matthieu 19, le verset 16, que c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère, et c'est Jésus qui le rappelle, pour s'attacher à sa femme, et ils vont devenir une seule chair. La Bible ne dit pas qu'ils vont devenir l'un, la Bible ne dit pas qu'ils vont devenir l'autre, mais la Bible dit qu'ils vont devenir une seule chose, une seule chair. Donc ce n'est pas forcément l'un, ce n'est pas forcément l'autre, mais c'est quelque chose de nouveau que l'un seul ne pouvait pas bâtir et l'autre seul ne pouvait pas bâtir. Et donc l'enjeu ici n'est pas d'imposer à l'autre sa façon de voir, sa façon de penser. Ce n'est pas d'imposer à l'autre sa façon de croire ou ses croyances, mais c'est d'arriver à des accords malgré tout. C'est-à-dire que malgré tout qu'on arrive aux accords. Je voudrais que ceux qui nous écoutent maintenant, ceux qui nous suivent maintenant, enlèvent de leur pensée le fait que le désaccord veut dire que l'amour est fini. Parce qu'il y en a qui l'ont parfois dit que s'il y a des accords dans le couple, mon frère, ça veut dire que l'amour est fini. Non, on peut avoir des désaccords sans que l'amour soit fini. Il est même profitable de voir le désaccord conjugal comme un facteur d'enrichissement, un facteur de diversité. Mélanie, bienvenue. Et tu demandes comment je peux avoir... Bon, je vais te répondre après. Je vais faire tout pour te l'envoyer aussi. Le 21 jours pour son conjoint. Je vais te l'envoyer. Je verrai comment te le faire parvenir. Toi, tu as eu le courage de demander. Je vais te le faire parvenir très rapidement. Et donc, il est profitable de voir le désaccord comme un facteur de diversité, comme un facteur d'enrichissement, comme une complémentarité, comme un moyen de profiter de la différence. Je pense que sur un sujet, le conjoint pense que sur le même sujet, et la somme de deux pensées différentes peut générer une pensée plus riche parce que diverse. Nous ne faisons pas dans la pensée unique. Les gens qui croient qu'ils connaissent tout, ils savent tout. Je pense que quel que soit le niveau que tu as, quel que soit le niveau de ton conjoint peut toujours t'apporter quelque chose dans ta démarche de réflexion, quelque chose dans ta démarche. Et donc, ça peut être contre ce que tu veux. Je vais vous dire, dans les couples avec qui je travaille, j'ai parfois un monsieur qui est très très élevé au niveau de la compétence technique. Il fréquente des milieux que sa femme ne peut pas fréquenter. Et il a un problème. Et il est étonné d'écouter l'avis de sa femme.
Et parfois, cette femme-là n'a pas fait de grandes études. Et comme elle n'est pas dans le feu de l'action, elle a un détachement, une froideur qui est utile pour diversifier sa manière de voir les choses. Parce que le seul fait de vouloir s'opposer à elle, le seul fait de vouloir aller à l'encontre de ce qu'elle propose, l'oblige à réfléchir sur ce qu'elle propose. Et du coup, un désaccord permet de réfléchir. Un désaccord t'amène à dire pourquoi. Et le pourquoi là t'amène à commencer à réfléchir. Donc, l'idée de ignorer le désaccord, je ne le confesse pas ici, je ne l'enseigne pas. Il ne faut pas ignorer le désaccord, ce n'est pas l'objectif. Mais il faut admettre qu'il y a un désaccord. Il faut admettre que nous ne sommes pas d'accord. Et se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Hein, Mélanie? On peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Ça dit que si tu penses qu'on doit aller à gauche, moi je pense qu'on doit aller à droite, au moins il y a un accord que nous pouvons avoir. C'est que nous deux, nous ne sommes pas d'accord. Et ça nous donne déjà un nouvel accord sur lequel on peut avancer. Et la prochaine fois, on va revenir dessus, sur une expression que nous avons mis en place, que nous avons appelée le réfrigérateur de la relation. Le réfrigérateur de la relation, c'est quoi? À quoi sert un frigo, un réfrigérateur? C'est pour garder les aliments au frais. Pour garder ce qu'on va manger demain au frais. Pour garder ce qu'on ne va pas consommer tout de suite au frais. On peut faire la même chose pour la relation conjugale, c'est-à-dire mettre certains désaccords au frais. Certains désaccords sont parfois tellement profonds qu'ils devraient arrêter le fonctionnement du couple. C'est-à-dire que si on ne règle pas ce désaccord-là, le couple pourrait ne plus avancer. Ce type de désaccord, on doit être d'accord et le mettre au réfrigérateur de la relation. Être d'accord qu'on va y revenir. Mais pour l'instant, bossons sur les points sur lesquels nous sommes en accord et avançons. Donc si à la fin de ce moment, on a oublié ce que j'ai dit la première chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que le désaccord n'est pas un conflit. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, que tu ne dois pas oublier aussi, c'est que devant tout désaccord, on peut trouver un accord. C'est-à-dire qu'on peut se gâter et se dire, ok, on s'est bien gâté. Nous deux, nous sommes d'accord qu'on s'est gâté à cause du désaccord que nous avons eu. Et donc maintenant, à partir de cet accord-là, avançons. La femme d'un ami me disait qu'un jour, ils ont eu des graves problèmes dans leur relation conjugale. Le mari était tellement remonté qu'il est revenu se coucher avec ses habits. Il a tourné le dos. Et elle a interpellé. Elle lui a dit, je suis d'accord que tu es très frustré par ce qui s'est passé. Je suis d'accord que tu n'as pas apprécié ce qui s'est passé. Mais seulement pour ça, on doit se gâter. Est-ce que on ne peut pas regarder les autres endroits où on est en accord et on avance? Et elle a commencé à lui citer les points d'accord. Elle a commencé à lui montrer qu'ils sont bien. Elle a commencé à lui montrer des choses qui marchent entre eux. Et comme elle citait des choses qui marchent entre eux, il a commencé à être dégonflé. Il a commencé à se dégonfler au fur et à mesure qu'elle citait les choses qui marchent entre eux. Bienvenue Stéphane. Et en fait, beaucoup de couples sont dans cette situation où le petit désaccord devient un conflit et on oublie tous les grands accords qu'on a toujours eus, toutes les grandes choses qui ont toujours marché dans le couple, on met ça de côté et ce qui compte maintenant c'est le désaccord. Non, à cause de ce désaccord, on doit seulement se séparer. À cause de ce désaccord, on ne va plus se parler. À cause de ce désaccord, on va vraiment, chacun va prendre sa route. Mais on oublie que derrière ce désaccord, on a déjà eu tellement d'accords. Avant ça, on a eu tellement d'accords. Pourquoi c'est seulement le petit truc-ci qui va nous séparer? Pourquoi c'est seulement cette petite situation qui va devenir la fin de notre relation? Que non, on ne peut pas le plus parce qu'il y a eu ce désaccord. Donc je voulais commencer par là. Parce que l'idée de notre rencontre aujourd'hui, c'est de parler des 7 étapes qu'il faut parcourir
pour partir du désaccord à un accord. Pour partir du désaccord à l'accord. Et voici les quelques étapes là. Si vous avez bien compris ce qu'on a dit, ce que j'ai partagé avec vous, je suis disposé à répondre à la première préoccupation qui sera écrite en commentaire. Et après cela, je continue sur les désaccords. Comment passer de désaccord à l'accord en 5 étapes. Pendant ce temps, s'il vous plaît, continuez à partager, continuez à partager, continuez à partager. Moi, j'attends la question, je regarde mon téléphone pour voir si vous écrivez la question. J'attends la question. Et pendant que j'attends la question, moi, je continue à partager à mes gens. Qui n'a pas encore eu... Quel est l'ami à qui je n'aime pas encore envoyé là? Bienvenue Achille. Bienvenue à toi. Bonsoir Alphonse et bienvenue aussi. Nous parlons de l'accord aujourd'hui et j'ai dit, je prends la première question qui risque d'être même la seule et ensuite je passe aux étapes qui mènent des désaccords à l'accord. Donc voilà un peu là où j'en suis. Est-ce que je peux prendre cette question-là? J'attends la question. Je donne 1 minute pour partager cette question-là. Pendant ce temps, je partage à mes amis sur Messenger que je ne vois pas encore connectés. N'est pas vu. Ah, Stéphane n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas lu la question. Je vois toujours pas la question. Est-ce que vous voulez que je continue comme ça sans avoir reçu la question? Bonsoir Brice. Bonsoir Nathalie. Émile, bonsoir. Je n'ai toujours pas vu la question. Dans 1 minute, si je ne vois pas la question, je continue. Bon, on va pas rester là non plus. Bonsoir Marie-Paul. Alvin, bonsoir. Ok. Comme je n'ai pas reçu de questions, sauf si la question est en train d'arriver. Bon, ok. Voilà la question. Est-ce que la question est là? Où sont les questions? Je ne vois pas. Le désaccord ne veut pas... Oui, oui, Alphonse, le désaccord ne veut pas dire que le mariage est fini. Si quelqu'un pense que... C'est pour ça que beaucoup de gens vont au tribunal là. Et quand ils arrivent au tribunal, et beaucoup de questions qu'on leur pose, ils sont coincés parce qu'ils ne savent même plus comment répondre. Tellement le désaccord est mineur par rapport aux points dans lesquels ils ont des grands accords. Donc on continue à partager, puisqu'il n'y a pas. Que faire quand le désaccord, Ginette, tu dis quoi? Que faire quand le désaccord persiste sur le même sujet? Je vais tout à l'heure, merci pour la question, elle est très bonne, j'apprécie même beaucoup ce type de question. Si dans une relation conjugale, vous avez toujours le même type de désaccord, je vais vous aider, ou alors je vais nous aider, nous tous, à bien regarder la situation. Si dans une relation conjugale, le même désaccord persiste, cela veut dire que parmi les deux, il y a au moins un qui ne veut pas changer de position. Ou même les deux. Et la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est qui refuse de changer de position? Bonsoir Jean-Yves. Qui refuse de changer de position, qui crée la situation? Quand je me formais au ministère de la Famille, l'une des choses qu'on nous disait, c'est que si vous avez le même problème tout le temps, si tu as le même problème tout le temps avec ton conjoint, cela peut vouloir dire que c'est toi le problème. Parce que l'idée de s'ajuster, de s'adapter, d'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre à anticiper sur ses besoins. Oh, vraiment, il faut que je cite le chapitre. Chapitre
8, chapitre 8 de ce manuel. Comment anticiper sur les besoins du conjoint. Si le problème dure, ça veut dire que je ne sais pas anticiper. C'est-à-dire que je vis avec lui, mais je n'ai pas réussi à anticiper, à voir venir le problème. Comment détourner le problème à distance. Il y a tout un travail d'apprentissage du conjoint qui permet de commencer à anticiper sur les problèmes qui peuvent arriver avec ce conjoint-là. Donc si le désaccord persiste, toi qui me poses la question, lâche. Si ce n'est pas quelque chose qui est vital, si c'est une affaire de couleur, si c'est une affaire de genre, si c'est une affaire de repas, de voyage, des choses qui ne vont pas détruire la vie ou la moralité, je pense qu'on peut céder. On peut céder en se disant, la personne qui change les gens, c'est Dieu. Céder et confier la situation à Dieu, en expliquant à Dieu que ça n'arrive pas à évoluer, ça n'arrive pas à changer malgré tout ce que je fais, nous sommes toujours dans la même situation. Et laisser l'autre vivre et pouvoir s'épanouir. Parce que certains désaccords empêchent le conjoint de s'épanouir. Certains désaccords sont tellement criards que l'autre conjoint a l'impression qu'il n'a plus sa place ici. Quand on lui rappelle chaque fois qu'il faut déplacer un verre, quand on lui rappelle chaque fois qu'il faut déplacer telle chose, on ne l'aide pas à s'épanouir dans la relation conjugale. Donc merci pour la question, Ginette. Quand le désaccord persiste, on prend acte qu'il y a un désaccord, on voit en quoi on peut céder, changer nous-mêmes pour pouvoir intégrer le point de désaccord comme faisant partie de notre spécificité. Et troisièmement, confier à Dieu la situation et compter sur lui, s'attendre à lui pour obtenir un résultat particulier. Le réseau est mauvais pour qui me dit qu'il est quelque part. Ah, d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura la rediffusion, donc dans la rediffusion peut-être tu pourras mieux suivre. Ok, donc j'ai répondu à ta question et on continue donc maintenant sur les 5 étapes qui permettent de partir du désaccord vers l'accord. Je les lis ici. Quelques étapes pour y arriver. Si vous lisez là, quelques étapes pour y arriver. Donc c'est là où je lis pour partager avec vous aujourd'hui. Le manuel est chez Mélanie Ouad-Boadouala. Il est à Bafoussam, il est à Yaoundé. Il coûte 3500 francs. Bienvenue Josiane. 3500 francs CFA. Si vous ajoutez les frais de distribution, on va dire comme ça, de transport, nous vous le livrons là où vous vous trouvez. Voilà. Alors, voici les 5 étapes. Première étape pour gérer ce genre de mauvaise situation. La première étape qu'il faut rapidement enclencher, c'est la position du conjoint. Il faut à un moment accepter, admettre la position de l'autre. J'ai eu à travailler avec quelqu'un comme ça à l'époque. Pendant que tu parlais, tu avais l'impression qu'il ne t'écoute pas. Tu avais l'impression que c'est une personne butée, c'est-à-dire que tu as beau expliquer, il ressort le même argument. Et tu as l'impression qu'il t'interrompt pour te redire ce qu'il a déjà dit 3 ou 4 fois. Il y a dans la relation conjugale, si on veut sortir du désaccord, le fait d'admettre que le conjoint a une position. Il faut l'admettre. Il faut lui donner le temps d'expliquer sa position. Assez souvent, quand on n'est pas d'accord, on ne veut même pas que l'autre explique. Il veut parler, tu ne veux pas qu'il parle. Tu veux seulement qu'il t'écoute. Parfois, quand tu écoutes quelqu'un, c'est quelque chose d'important. Je l'ai appris. Parfois, en l'écoutant attentivement, il finit par se rendre compte que sa démarche n'est pas une bonne démarche. Il finit par se rendre compte que sa démarche était biaisée. Mais comment il va se rendre compte que sa démarche est biaisée si à partir du premier mot, on commence à le contredire? Si à partir de la première chose qu'il dit, on le contredit déjà, il va penser qu'il a raison. Donc il faut le laisser s'exprimer. Il faut accepter qu'il a une position. Il faut respecter sa position. Il faut qu'il parle sans que tu l'interrompes.
laisse-le parler. Ou laisse-la parler. Qu'elle prenne son temps. Qu'elle parle. Il faut qu'il perçoive ce conjoint-là dans ta manière d'accepter sa position, la volonté d'avancer. Il faut qu'il perçoive que tu as la volonté d'avancer et que c'est à cause de cette volonté que tu écoutes ce qu'il dit, que tu écoutes sa position, que tu es attentif à sa position. Quand tu l'as bien écouté, on passe à la deuxième étape. Tu as bien écouté ce qu'il dit. Tu as bien écouté ce qu'il dit. Tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? La reformulation. Alors, c'est quelque chose de très intéressant. La reformulation. Parce que les gens entendent avec leur cœur. Ils n'entendent pas avec leur intelligence. Les gens entendent avec leur conception. Ils n'entendent pas forcément ce que les autres disent. Les gens entendent avec leur croyance, avec ce qu'ils croient que vous êtes. Ils n'entendent pas ce que vous dites. Et c'est pour ça que la reformulation est importante. La reformulation permet à quelqu'un qui est honnête de s'assurer que ce qu'il croit avoir entendu est effectivement ce que l'autre voulait qu'il comprenne. La reformulation, c'est si je comprends bien, tu veux dire que... Point. Après ce que tu as dit, qu'est-ce que je dois comprendre? Après ce que tu as dit, qu'est-ce que je dois comprendre? Bienvenue, Paul. Après ce que tu as dit, c'est ça la reformulation. Il dit des choses, il dit beaucoup de choses. Assez souvent, quand quelqu'un veut présenter sa position, il va commencer par le préalable, le préambule, l'introduction, la thèse, l'antithèse, et il conclut donc pour te donner sa position. Tu es patient, tu écoutes. Quand tu as bien écouté ce qu'il a dit, tu reformules donc en une phrase tout ce que tu as compris. Et tu lui demandes, est-ce que c'est ce qu'il voulait dire? C'est à ce niveau que la plupart des bandits tombent. Parce que celui qui n'a pas de position et qui veut faire croire qu'il a une position, il est obligé de se positionner. Il est obligé de dire quelque chose. Maintenant, tu dis quoi? Est-ce que je dois comprendre que quoi? Quelle est la conclusion que je tire? Quelle est ta position claire par rapport à ça? Parce que c'est quand tu as sa position claire que tu peux mieux comprendre qu'est-ce qui le motive. J'ai dit, première étape, accepter qu'il ait sa position et qu'il l'exprime. Deuxième étape, tu reformules sa position pour être sûr que tu as bien compris ce qu'il disait. Et puis, troisième chose qui est très importante comme étape aussi, c'est qu'il faut être honnête pour reconnaître quand c'est pertinent. Non, le frère explique des choses, il est méthodique, il explique. Si c'est pertinent, ma soeur dit que oui, c'est pertinent. Je suis d'accord sur tel point, tel point, tel point, tel point, mais sur tel autre, je ne suis pas d'accord. Ne dis pas que tout est faux. Ne dis pas que tu n'es pas d'accord sur tout, parce que tu ne peux pas dire que tout ce qu'il a dit est faux. Et dans une relation conjugale honnête, intègre, on n'hésite pas à dire au conjoint que sa position est pertinente. Et c'est pour cela qu'il faut entrer dans sa peau. En anglais, on dit walk in her shoes, marcher dans ses chaussures, pour comprendre pourquoi il peut raisonner de cette façon-là, pourquoi il peut comprendre de cette façon-là, et être donc à même de pouvoir lui apporter une quelconque aide, parce que vous l'avez bien compris. Donc j'ai dit, troisième étape, accepter ce qui est pertinent. Et la pertinence n'est pas seulement absolue, elle peut être relative. Cette pertinence est relative veut dire quoi? Veut dire que quand tu connais là où il a été élevé, quand tu connais là où il a grandi, quand tu connais ses croyances, quand tu connais son vécu, tu peux trouver sa position cohérente par rapport à tout ce bagage-là. Ça peut ne pas être cohérent par rapport à ta façon de raisonner, ta façon de voir, mais par rapport à ce qu'il a vécu et ce qu'il est, ça peut être une démarche cohérente. Et ce serait très difficile de démonter quelqu'un qui croit, parce qu'il a son système de croyance, sur quelque chose, d'essayer de lui démontrer que c'est pas juste, alors qu'il a quand même une pertinence relative liée à tout ce bagage par lequel il est passé. Quand j'ai reconnu ça, si c'est moi, cela ne veut pas dire que nous sommes déjà d'accord, mais cela veut dire que je comprends. Je comprends pourquoi tu penses ce que tu penses. Je comprends pourquoi tu as la position que tu as. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la même position que toi ou que je vais forcément
adhérer à ta position, mais au moins il y a une chose, c'est que ce n'est plus la théorie, c'est que je sais ce que tu penses, je sais là où tu es, je comprends pourquoi tu raisonnes comme tu raisonnes. Et comme j'ai compris le fond de ta pensée et que je sais ce que moi je pense, je sais ce que je dis, je sais là où je veux qu'on arrive, je peux maintenant proposer respectueusement et humblement mon point de vue. Je peux dire à l'autre ce que je crois, ce que je pense, là où je pense qu'on doit arriver. Parce que c'est à partir de mon exposé humble que lui va s'arrêter pour écouter les points de désaccord, les points de divergence. Et s'il s'irrite, parce que parfois, les choses ne vont pas toujours, comme je suis en train d'expliquer, ça ne va pas toujours de manière aussi, comment on va dire ça, linéaire. C'est parfois chaud. C'est parfois chaud. La tension peut même monter. Bienvenue Émile. Bienvenue Émile Wandi. Bienvenue à toi. Parfois, en lui démontrant les points sur lesquels il s'est trompé, il peut mal prendre ça et ça génère une situation plutôt compliquée. Et donc c'est pour cela que il faut démonter ou expliquer sa position de manière humble. Humble. Et si il s'irrite, s'il commence à dire des choses désobligeantes, les choses désobligeantes, maman, papa, Mélanie, tu as le livre si tu l'as lu. Tu appliques le jour 1. Le jour 1. Dans le jour 1, on a dit quels sont les mots et quelles sont les expressions qui apaisent le conjoint quand il devient désagréable. Bienvenue Yannick. Quels sont les mots, quelles sont les expressions? C'était un exercice que quand tu sors, quand ton conjoint veut être désagréable, tu sors ça, il se calme. Il change de position, il change d'attitude, il change même de tempérament, il change même de tonalité. C'est le chapitre 1. Chapitre 1 qui dit la première réponse. La première réponse. C'est dans la première réponse au chapitre 1 qu'on enseigne comment apprendre les différentes choses, les différentes attitudes, les différentes expressions, les différents mots, que quand ton conjoint se gâte, il s'irrite, il veut devenir désagréable, tu les lui sors. Et quand tu les lui sors, du coup, il est brisé. Il est confus. Il est obligé de revenir en de meilleurs sentiments. Il y a un monsieur qui me disait ça, que chaque fois qu'il veut gronder sa fille ou son fils, c'est plus c'était sa fille ou son fils, et que sa fille lui souriait, il y a quelque chose qui l'embêtait. Il avait l'impression que s'il continuait, il devenait cruel. Vous pouvez trouver des expressions comme ça, que quand tu dis, l'autre est obligé de comprendre que il faut se mettre malhonnête pour poursuivre. Il faut être de mauvaise foi pour poursuivre. Parce que le mot que tu vas lui sortir va le toucher au plus profond de lui-même. Donc j'ai dit, propose ta position, démonte même ce qu'il a dit, mais il faut que ce soit respectueux et humble. Pas de gros cœur. Pas de complexe de supériorité de la personne qui a bien compris là où l'autre n'a pas compris. Mais une humilité, le genre d'humilité que le conjoint aime voir. Quand tu as démonté ou bien quand tu as dit ce que tu penses, parce que tu as une idée en l'écoutant dans les 3 premières étapes, maintenant tu peux avec lui, avec sa complicité, lui proposer des solutions au point de désaccord. Proposition, je n'ai pas dit imposer. Vous êtes maintenant 1 à 2, vous êtes d'accord, chacun s'est expliqué, chacun a dit ce qu'il n'apprécie pas, là où il n'est pas d'accord. Et nous deux, nous sommes donc maintenant assis et on se dit, on fait donc comment? Quel est le plan d'action? On va comment? Et on va où? Ça peut consister à dire quoi? Ça peut consister à dire, on met d'abord au frigo. On a dit le réfrigérateur de la relation. On va dire on va revenir dessus.
Le plan peut consister à dire, nous mettons d'abord notre situation de désaccord aussi dans le réfrigérateur de la relation. Ça fait déjà un accord. Parce que c'est ensemble qu'on s'accorde que gardons d'abord l'affaire ci. Et puis vous pouvez garder l'affaire dans le réfrigérateur dans l'attente d'une ressource complémentaire. Peut-être vous vous dites, il y a un ami qui a déjà vécu ça dans sa relation conjugale, ou une amie qui passera ici le week-end prochain, ou alors on va inviter quelqu'un qui peut nous aider dans cette situation-là. Ça fait déjà un point d'accord, ça fait déjà un accord sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer. Donc là, on est déjà aux solutions. La deuxième solution peut consister à dire que nous cherchons les ressources. Internet, aller à des séminaires, aller sur YouTube, contacter un coach, acheter un livre et le lire. Chercher toutes les ressources possibles qui permettent d'avancer dans cette histoire. Ça peut aussi avoir comme solution de se donner des indicateurs avec un plan d'action en disant, comme nous avons un désaccord sur telle chose, nous avons compris que l'origine de notre désaccord, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Nous allons donc travailler dessus pour que les prochaines fois, ça n'arrive plus. Vous ne l'avez peut-être pas constaté, mais nous sommes déjà en train de parler ensemble. Là, tu es déjà avec ton conjoint en train de vous dire des choses que vous allez faire ensemble. Donc, vous êtes déjà dans l'accord. Un accord sur le désaccord précédent. Un accord qui vous mettez au-dessus de votre précédent désaccord. Si vous réussissez à arriver à cette étape-là, bingo. Gloire à Dieu, vous avez réussi à avancer. Aujourd'hui, l'accent était mis surtout sur la recherche des accords. L'accent était mis sur comment faire pour que chaque fois nous soyons en accord. Chaque fois, nous ayons toujours un accord sur nos désaccords. On peut donner ça comme une façon de faire. Bonjour Paul. Une façon de vivre. Nous n'allons pas, parce qu'on a suivi un enseignement comme celui-ci, tiré de ce document, dire que je vais faire asseoir mon conjoint pour lui dire étape 1, voilà ce que je fais. Étape 2, non. Vous devez le pratiquer tellement régulièrement que ça devienne une habitude, un réflexe. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de citer les étapes, mais vous le faites de façon naturelle. Il y a des étapes que vous pouvez sauter parce que peut-être vous avez déjà compris et vous avancez de manière naturelle. Donc voilà, l'intention, comme je disais, c'était vraiment se former à être toujours en train de chercher les accords. Parce que c'est derrière les accords que nous allons bâtir une bonne relation. Bon, bienvenue Ebot, tu arrives un peu à la fin. Paul pose la question de savoir, et si le désaccord est continu? Paul, tu es arrivé après. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question avant toi, dans le même sens. Et j'ai dit, si le désaccord continue, ça veut dire qu'il y a une des deux personnes, ou les deux, qui refusent de mourir à lui-même, qui refusent de céder. Et j'ai dit que lors de nos formations, on nous avait appris que quand un problème de couple dure très longtemps, quand une personne se plaint tout le temps de la même chose, en réalité, finalement, c'est lui le problème. Parce que s'il avait mis en place l'effort pour s'adapter à l'autre, malgré ce problème-là, il aurait anticipé sur beaucoup de choses. Et quand je disais ça, j'ai dit que dans 21 jours pour son conjoint, le 8e jour, on parle de comment on anticipe dans une relation conjugale. Jean-Yves lui demande, deux personnes, est-ce qu'ils marchent ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Merci pour le soutien. Vous ne pouvez pas vous épanouir sans mettre en place les accords. Merci Jean-Yves. Bonsoir Yannick. Donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je rappelle que le document coûte 3500 francs. Il est disponible actuellement auprès de Mélanie Wabo, salon du mariage à Douala. À Bafoussam, il est aussi disponible. Et à Yaoundé, il est disponible. Je vais mettre à la fin le lien internet pour ceux qui veulent acheter en ligne le document. Ils peuvent l'acquérir en ligne. J'avais promis à mon frère qui est
en Allemagne qu'on allait la voir sur Amazon. Je ne l'ai pas encore obtenu le numéro Yes. Je ne sais plus comment ils appellent ce numéro-là pour pouvoir le poster sur Amazon. Donc, ça va encore attendre quelques temps, pas longtemps, mais ce sera disponible incessamment. Yannick demande comment l'homme doit se comporter lorsqu'il y a des accords. Bon, tu me demandes de résumer ce que j'ai dit aujourd'hui. Il doit d'abord partir sur le principe que le désaccord n'est pas le conflit, que la mauvaise gestion des accords peut générer un conflit. Il doit aussi penser qu'en tant que chef, il doit apprendre à céder, à laisser passer certaines choses. Du moment où son avis est connu, du moment où l'autre sait ce qu'il pense et ce qu'il veut, il peut laisser passer. La Bible dit que Dieu ne conteste pas sans cesse. Donc on ne va pas tout le temps être dans le désaccord. Et on a cité les 5 étapes qui permettaient de passer du désaccord à l'accord. Yannick, le livre est disponible, tu es à Yaoundé, donc tu peux l'acquérir même demain. Il y a des collaborateurs qui viendraient te remettre ça à ton bureau. Tu leur rembourserais uniquement leurs frais de transport et tu paierais le livre à l'arrivée à ton bureau. Nous avons dit qu'il y avait 5 étapes. Nous avons dit, et il est dans le livre à la page 37. Mélanie, tu as le livre, tu peux lire à la page 37. Toujours à mettre la position du conjoint. Page 38, pratiquer la reformulation. Page 39, savoir reconnaître ce qui est pertinent. Page 38, toujours, pardon. 4e point, proposer respectueusement et humblement son point de vue. Et page 39, 5e point, proposer des solutions à vos points de désaccord. Donc, ayez toujours au moins une position sur vos points de désaccord. Bienvenue, Edouard. Venez à la fin. Merci d'avoir été des nôtres. On est à la 47e minute. Je peux prendre encore une question ou deux et on va avancer. Merlin, tu poses la question de « Et si c'est une affaire de croyance ?» Et si c'est une affaire de croyance? L'apôtre Paul a répondu au problème de croyance. Je vais prendre ma Bible. Il a répondu au problème lié à la croyance. Et en réalité, dans les relations conjugales, les problèmes les plus compliqués à gérer sont les problèmes de valeur. C'est-à-dire les croyances, ce qu'on considère comme important, sont les problèmes souvent les plus compliqués à gérer dans une relation conjugale. Et l'apôtre Paul donc essaye d'aider les couples en disant, s'il y a un problème de croyance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux autres, 1 Corinthiens 7, aux autres, verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Consentir, pour nous, c'est cet accord que je recherche depuis. Cela veut dire, Merlin, que même s'il y a des problèmes de croyance, on peut s'accorder. On peut consentir à vivre avec quelqu'un qui a des croyances différentes des nôtres. Et l'apôtre Paul dit, si toi, tu es un croyant chrétien, parce que chrétien, il vaut mieux dire chrétien, si tu es un croyant chrétien et que tu es en couple avec un croyant de religion traditionnelle, culte compliqué de la tradition, s'il consent à vivre avec toi, l'apôtre Paul te dit qu'il ne faut pas le répudier. Même chose pour la femme. Cela veut dire quoi? La rencontre d'aujourd'hui ne peut pas permettre de répondre entièrement à cette question. Cette question fait l'objet d'un véritable coaching. Cela veut dire que, en réalité, la vie avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous est possible. Je n'ai pas dit, il ne faut pas conclure que je l'ai dit, je n'ai pas dit que c'est évident. Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais je dis, en m'appuyant sur l'apôtre Paul,
que cela est possible. Je ne pense pas que l'apôtre Paul pouvait demander à un frère de ne pas répudier une femme non croyante et souffrir avec elle. Je pense que s'il le proposait, c'est parce qu'il savait qu'il y a un moyen de pouvoir s'en sortir avec elle. Bienvenue Franck et bonsoir à toi aussi. Il savait qu'il y a un moyen de s'en sortir et il y a un moyen de vivre avec la personne. Aujourd'hui, nous avons une grosse difficulté dans nos communautés, dans notre système. C'est que les gens se limitent à la lettre et ne recherchent pas derrière la lettre les moyens d'implémenter ce qui est dit à la lettre. Quand il dit ne la répudie point ou ne le répudie point, c'est un ensemble, c'est une démarche. Comment quelqu'un qui ne pense pas comme toi, qui ne croit pas comme toi, qui vit un autre genre de vie, comment vas-tu vivre avec lui? C'est un apprentissage. Donc quand il dit tu ne le repudies point, ce n'est pas léger comme on peut imaginer, c'est lourd de sens. Il faut apprendre à vivre avec lui. Il faut apprendre à lui montrer tes valeurs et apprendre à respecter les leurs, même si tu ne les partages pas. Et j'ai dit au deuxième point aujourd'hui que le fait de comprendre ce qu'il croit, que tu peux trouver des choses pertinentes de manière relative, c'est le mot que j'ai utilisé, pour dire que de manière absolue, en tant que chrétien, ce n'est pas pertinent qu'il fasse ce qu'il fait. Mais en entrant dans son monde, dans sa logique, dans sa façon de voir, tu peux comprendre qu'il est rationnel sur des mauvaises bases. Que sur ce qu'il s'appuie pour décider ce qu'il décide, il s'appuie sur des mauvaises bases, mais il est rationnel dans ce qu'il fait. Donc si c'est une affaire de croyance, c'est toujours possible, Merlin. Tu as besoin d'apprendre à vivre avec quelqu'un de différent. Voilà un peu ce que je voulais répondre pour aujourd'hui. Merci frère Etaba. Merci à tous ceux qui sont joints à nous aujourd'hui. Nous avons fait 52 minutes alors que nous pensions faire beaucoup moins. Quand nous sommes ensemble, on est toujours content de rester ensemble. On est content de partager ensemble. Nous restons ouverts. Il y a un groupe Facebook pour ce livre. En réalité, le direct que nous faisons aujourd'hui était destiné au groupe Facebook des lecteurs de ce livre. C'est un groupe dans lequel nous partageons des ressources et des vidéos. Et il y a aussi un groupe des 7 jours à la brèche. Il faut que j'explique avant de conclure. 7 jours à la brèche, c'est un programme que nous avons mis en place qui consiste à dire que nous pouvons nous mettre 7 jours à la brèche pour notre conjoint, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir prier pour notre conjoint. Je mets le lien directement. Donc c'est 7 jours de prière que nous sommes en train d'organiser. 7 jours de prière. Chaque jour, il y aura une vidéo d'exhortation. Il y aura des moments de prière dans la journée. Il y en a 6. Il y aura des lectures à faire dans la journée. Et il y aura aussi un jeûne partiel, comme on appelle ça. Un jeûne partiel qui va de 6h à 18h et des échanges constamment là-dessus. Je vous ai mis le lien de 7 jours à la brèche pour ceux qui veulent participer à ce programme. Nous avons déjà commencé à poster quelques vidéos parce que au moment où on lance le programme, il y a certains qui nous disent je ne sais même pas comment on prie, je veux prier pour mon conjoint, je ne sais pas comment on prie. D'autres qui disent je voudrais qu'on prie pour la sexualité dans mon couple. D'autres qui disent je voudrais qu'on prie pour la gestion des finances dans notre couple. Il y a comme ça tellement de problèmes que nous nous sommes dit on va écouter tout le monde, on va prendre les doléances de tout le monde et chaque fois on va poster une nouvelle ressource dans le sens de la doléance en attendant de lancer notre programme de 7 jours à la brèche pour son conjoint. Donc je vous ai mis les deux liens, le lien de 7 jours à la brèche et le lien du groupe des lecteurs du livre que je vous recommande vivement. Je vous dis, écoute, 3500 francs, il a 213 pages en brochet. Il n'existe pas en PDF, ou alors il n'existe pas encore en PDF. Et le programme de 21 jours sera lancé incessamment. Après les 7 jours, nous allons basculer sur les 21 jours pour son conjoint. Ceci dit, chaque chose devra avoir une fin. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci d'avoir été nombreux. Continuez à partager. À une certaine heure, si c'est possible, je vais relancer cette vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi et qui étaient très loin.
que la démarche que vous allez engager après avoir suivi ce type de programme soit de dire, je vais toujours chercher des accords là où il y a des désaccords dans ma relation conjugale. Je suis Roger Fondy, conseiller conjugal. Je suis l'auteur de ce document que je vous recommande vivement. Nous pensons que les 21 chapitres-là doivent être entre les mains de tout le monde. Tout le monde, c'est pratique. Ce n'est pas américain, c'est africain. Donc c'est customisé. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse.